Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une thèse de doctorat qui pourrait vraiment changer la façon dont on conçoit nos bâtiments. Elle est signée Catherine Bouillon. Alors, le titre est un peu technique, je vous préviens. Aide à la décision dès la phase esquisse, un processus génératif multi-LOD. Bref, c'est complexe, mais l'idée derrière, elle est incroyablement puissante. Notre but, c'est de comprendre comment cette recherche s'attaque à un défi majeur. Pour vous donner une idée de l'enjeu, il y a un chiffre dans la thèse qui fait réfléchir. Le bâtiment, c'est 35% de l'énergie mondiale consommée. Et 38% des émissions de gaz à effet de serre. C'est juste colossal. C'est ça, on parle d'un des plus gros leviers qu'on ait pour le climat. Alors, la recherche part d'un constat, d'un problème de fond, une sorte de paradoxe qui bloque un peu toute l'industrie. On voit d'ailleurs dans la thèse un graphique que les architectes connaissent bien, la courbe de McLeamy. En gros, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe? Elle dit quelque chose de très simple et en même temps de terriblement frustrant. Elle montre que le meilleur moment pour bien faire les choses sur un projet, C'est-à-dire réduire les coûts, l'impact écolo. exactement, ce moment, c'est tout au début, la phase d'esquisse. C'est là qu'on décide de la forme du bâtiment, de son orientation, les grandes masses, quoi. Changer d'avis à ce moment-là, ça ne coûte presque rien. D'accord, logique, il faut agir très très tôt. Où est le problème alors? Le problème, et c'est le cœur du paradoxe, c'est qu'au moment où on a le plus de pouvoir, on a le moins d'informations. Ah, Au stade de l'esquisse, les modèles sont vagues, le niveau de détail est très bas, on a quelques traits sur un papier. on est dans le brouillard en fait. Complètement. C'est comme demander de calculer l'impact carbone d'un repas de fête avec juste un post-it où il y a écrit «d'Inde». C'est impossible. Je vois. On prend les décisions les plus importantes à l'aveugle. C'est exactement ça. La thèse appelle ça un antagonisme. Pour faire une analyse de cycle de vie sérieuse, qui calcule l'impact d'un bâtiment de A à Z, il faut des listes de matériaux, des quantités. Des choses qu'on n'a pas dit tout au début. On n'a rien. Et il ne faut pas oublier que la durabilité, c'est pas que l'écologie. Il y a l'économique et le social aussi. Les trois piliers. Voilà. Évaluer ces trois dimensions avec si peu de données. Aujourd'hui, on le fait à l'intuition. On navigue à vue. Ok, donc le problème est bien posé. C'est un vrai casse-tête. Comment la recherche propose de s'en sortir? Alors c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Au lieu d'essayer de forcer plus de détails au début, ce qui ne marche pas, la recherche change complètement d'angle. Elle introduit un nouveau concept de modélisation, le macrovoxel fonctionnel, ou MVF. Macrovoxel, ça sonne un peu jeu vidéo. C'est quoi concrètement? On ne dessine plus de murs? Non, plus du tout au début. Il faut imaginer un MVF comme une brique de Lego intelligente, une boîte à besoins. C'est un volume qui représente une fonction, un usage. Par exemple, tu as la brique poste de travail, la brique salle de réunion, la brique sanitaire. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a d'intelligence, cette brique? Eh bien, la brique poste de travail, elle sait qu'elle a besoin d'une certaine surface, d'un certain niveau de lumière naturelle, d'une prise. La brique sanitaire sait qu'elle a besoin d'une arrivée d'eau, d'une évacuation. Elle contient ses propres règles du jeu, en quelque sorte. C'est ça. Le logiciel ne manipule plus des lignes. Il manipule ses boîtes à besoins. On part de la fonction, pas de la forme. C'est un vrai changement de paradigme. Attendez, ça veut dire qu'on peut décrire un immeuble de bureau entier avec juste une poignée de ses boîtes. Ça semble presque trop simple. Et pourtant, c'est ça qui est puissant. La thèse le montre. Avec seulement 8 types de boîtes, 8 MVF, on peut définir tout le programme d'un immeuble de bureau. 8 briques de base. Seulement 8. Oui. Au lieu de se perdre dans les détails, l'architecte dit juste « il me faut 200 boîtes postes de travail, 10 boîtes réunions, etc. » Il définit les ingrédients, pas encore la recette. Ok, on a nos ingrédients, nos boîtes. Comment on les assemble? Qui décide de mettre les bureaux près des fenêtres? C'est la deuxième étape, et elle est fascinante. La recherche a développé un moteur d'agencement automatique. L'analogie qu'ils utilisent, c'est celle de particules soumises à des forces magnétiques. On traduit les règles de bon sens en force d'attraction ou de répulsion. Un poste de travail attiré par une fenêtre, comment ça marque ça? C'est un peu magique, non? Non, c'est juste des maths. On définit des règles. Par exemple, la boîte poste de travail a une grosse force d'attraction envers la façade sud. Pour la lumière. Voilà. La boîte sanitaire est attirée par la gaine technique pour raccourcir les tuyaux. Et inversement, on peut créer des répulsions. On ne veut pas une salle de réunion bruyante à côté d'un bureau calme. D'accord, je vois.
Et une fois que toutes ces forces sont en place, un algorithme, le recuit simulé, explore des millions de configurations, il secoue la boîte en gros, jusqu'à trouver l'agencement optimal qui respecte toutes ces contraintes. Et ça donne un plan 3D à la fin? Ça donne un agencement 3D fonctionnel, un analogon comme il l'appelle, généré en quelques minutes. D'accord. Donc on a une sorte de puzzle 3D de fonctions qui s'assemblent tout seul. C'est déjà bluffant. Mais ça reste des fonctions. Un bâtiment, c'est du béton, de l'acier. Comment on fait le lien? C'est la question clé. Et c'est la deuxième grande innovation. Le système fait un pont dynamique, entre ce modèle de fonction et un modèle de construction hyper détaillé. Pour ça, il se base sur des classifications standards du bâtiment, un peu comme un langage commun. Des classifications. C'est-à-dire, imaginez une bibliothèque. Il y a le classement par grandes sections, romans, histoire, etc. Ça, c'est Uniformat. Ça classe le bâtiment par grands systèmes. Structure, enveloppe, cloison. Le général. Voilà. Et puis, pour chaque livre, il y a une étiquette plus précise. Papier recyclé, encre végétale, ça c'est master format. Ça descend au niveau du matériau, du procédé. Donc on zoome en fait, de l'enveloppe du bâtiment jusqu'au type de ciment dans le béton du mur. Précisément, c'est une décomposition en cascade. Le système sait qu'un mur est fait d'une structure, d'un isolant, et que la structure est faite de béton, qui est fait de ciment, de sable. Grâce à ça, le plan fonctionnel des boîtes est traduit instantanément en une liste de courses ultra précise. Mais si un architecte change un truc, genre la hauteur d'un étage, tout est à refaire à la main. Le calcul du volume de béton, de la surface de façade. Non. Et c'est là qu'est le cerveau du système. Il utilise une structure de données qui gère toutes les dépendances. Un effet domino. C'est ça, si vous changez la hauteur de l'étage, le système sait qu'il doit recalculer le volume de béton, et donc le coût, et donc l'impact carbone. Tout se met à jour en cascade. En temps réel. Sans erreur. Sans erreur. C'est la fin des recalculs manuels qui prennent des jours. Donc pour l'architecte, ça change tout. Il définit ses besoins, l'ordinateur propose un agencement et il a tout de suite une liste de matériaux avec un coût et un impact carbone. Ça lui donne un super pouvoir. Au lieu de dessiner une seule version de son projet, le système peut en générer et en évaluer des centaines de milliers. Des centaines de milliers? Oui, il peut tout tester. Et si la structure était en bois? Et si l'isolation était en paille? Et si on combinait les deux? Il explore tout le champ des possibles. Mais comment on fait le tri là-dedans? On ne se noie pas sous les options? Non, parce que l'outil synthétise tout ça dans un graphique très visuel. Le front de Pareto, c'est le résultat clé. Le front de Pareto. Imaginez un graphique. Le coût sur un axe, les émissions de CO2 sur l'autre. Le front de Pareto, c'est une courbe qui relie toutes les meilleures solutions, Les meilleurs, c'est-à-dire? les plus optimisées. Pour n'importe quel projet sur cette courbe, il n'existe aucune autre solution qui soit à la fois moins chère et moins polluante. Ah d'accord. Donc si vous voulez baisser le coût de 5%, le graphique vous montre que vous devrez accepter, par exemple, 10% d'émissions en plus. Le compromis devient limpide. L'architecte ne choisit plus une solution, il navigue sur un menu des meilleurs compromis possibles. Exactement. La décision devient éclairée, basée sur des données. Ce n'est plus une boîte noire. C'est impressionnant, mais ça a été testé en fait. Ça marche dans la vraie vie. Absolument. Et c'est un des points forts de la thèse. Ça a été validé sur 8 projets réels. Les résultats sont assez bluffants. En phase d'esquisse, donc tout au début, l'outil a estimé les émissions de CO2 du bâtiment final avec une précision de moins 3%. Moins de 3% d'erreur au stade du premier croquis, c'est fou. Et pour les coûts? Encore mieux, moins de 1% d'erreur sur le coût global. C'est une fiabilité qui change tout pour un promoteur. Il y a un exemple concret qui illustre ça? Oui, le cas du siège du groupe Essor qui a soutenu la thèse. Le projet initial respectait la nouvelle réglementation, la RE 2020. Ok. Mais ça a entraîné un surcoût de 12%. Environ 250 000 euros. Le cliché habituel, l'écologie, ça coûte cher. Et donc, L'outil a changé ça. En explorant le front de Pareto, ils ont trouvé une autre solution. Une combinaison de matériaux à laquelle personne n'avait pensé. Cette solution était tout aussi bonne sur le plan carbone, mais elle permettait d'économiser 21% sur le coût global par rapport à une autre option. attendez, une économie de combien? Une économie de 420 000 euros. Incroyable. On trouve des centaines de milliers d'euros, pas par un coup de génie, mais par une exploration systématique des possibles. C'est ça.
Ça prouve que durable ne veut pas forcément dire plus cher. Parfois, la meilleure solution est cachée dans la complexité. L'outil agit comme un révélateur. Donc, pour résumer, on a enfin une méthode pour intégrer coût et écologie au seul moment où ça compte vraiment, au tout début. Oui, on donne les bons outils aux architectes au bon moment. On passe de l'intuition à une conception guidée par la donnée. C'est tout à fait ça. Pour finir, si on pousse la réflexion plus loin, c'est quoi la prochaine étape? La thèse l'évoque en conclusion et la perspective est vertigineuse. Pour l'instant, on optimise un seul bâtiment. Mais imaginez qu'on applique ça à l'échelle d'un quartier entier, d'un îlot urbain. Hmm. Si les urbanistes avaient cet outil, on pourrait optimiser non plus des bâtiments, mais des écosystèmes. On pourrait arbitrer entre le coût des logements, l'efficacité énergétique du quartier, la gestion de l'eau, les espaces verts, en voyant tout ça comme un système unique. La question ne serait plus quel est le meilleur bâtiment. Mais quel est le meilleur quartier possible pour vivre? Voilà. Et ça ouvre un champ de réflexion absolument passionnant.